Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Maltor, blogueur voyage. Il a également une chaîne YouTube et il poste régulièrement des photos sur Instagram. C'est un créateur de contenu. Il est passionné de voyage et il en a d'ailleurs fait son métier et il partage ses activités aux quatre coins du monde. On va découvrir dans ce podcast comment Bruno voyage, comment il travaille et quels conseils il a à nous donner. Si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Bruno, comment ça va? Bah écoute, très bien et toi? Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai fait une petite introduction avant que tu n'as pas forcément entendu, mais est-ce que tu peux me dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Ouais, bon alors je m'appelle Bruno Maltor, j'ai 28 ans, je viens d'un petit village de Haute-Loire qui s'appelle Retournac, enfin, un lieu-dit Jussac précisément, où il y a 200 habitants, donc plus de vaches que d'habitants, en Auvergne, la belle Auvergne, et ça fait 7 ans que j'ai créé un blog voyage qui s'appelle Votre Tour du Monde. À l'époque, j'étais étudiant, je faisais un stage de web marketing à Shanghai, donc j'apprenais plein de choses utiles sur comment être bien référencé sur Google et tout. Même si ça paraît évident aujourd'hui, à l'époque, il y a 7 ans, c'était les dinosaures sur Internet tu vois, qui savaient faire ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai une passion qui est le voyage depuis tout petit, hein, et j'ai des compétences qui sont le référencement, le web marketing. Pourquoi je ne ferais pas un projet perso qui me ferait kiffer par rapport à ça? Et c'est comme ça que mon blog était né. Donc votretourdumonde.com, qui existe toujours, hein, parce qu'il y a 3 millions de visiteurs uniques par an, ce qui n'est pas dégueu pour un blog voyage. Ouais. Et du coup, après, moi, j'ai grandi avec Internet, je voulais quand même bien faire les choses. J'étais étudiant, donc j'avais à cœur d'avoir une petite ligne sur mon CV en plus, si possible, quoi. Et j'ai grandi avec Internet, donc j'ai été sur Facebook d'abord, après je suis arrivé, tu vois, sur YouTube tout doucement, sur Twitter, à l'époque c'était huge, Twitter encore, c'était les deux concurrents, c'était Facebook et Twitter. Et voilà, j'ai grandi avec Internet, les nombres d'abonnés ont grandi aussi, et aujourd'hui ça fait 5 ans que c'est mon métier, que de bloguer et de voyager, donc c'est vraiment mon métier à 100%, et que je vis de mes aventures. Cool, donc t'as pas que ton blog, t'as YouTube, t'as Instagram, t'as Twitter et tous ces trucs-là qui te permettent de vivre. Je mettrai d'ailleurs, j'en parle maintenant, je mettrai tes liens en description pour que tout le monde puisse aller voir ton travail. Pour qu'on puisse me juger tranquillement. Voilà, exactement. Du coup, tu fais partie, on va dire, de cette génération où on dit qu'il y a beaucoup de digital nomades, avec un bon accent français. Est-ce que tu te considères digital nomade? Ça consiste en quoi exactement en fait, toi? Digital nomade, je suis totalement digital nomade parce que jusqu'à il y a 3 jours, je vivais encore à Lisbonne. Donc digital nomade, c'est un style de vie, c'est pas un métier. Souvent on confond, on se trompe un petit peu, on se dit ouais je suis digital nomade, mais c'est quoi digital nomade? C'est un style de vie. C'est le fait de te dire est-ce que tu as vraiment besoin d'être à un endroit précis pour faire ton travail? Est-ce que tu dois être dans des bureaux précis, spécifiques, à un lieu précis comme Paris ou pas? Si tu peux travailler de partout dans le monde, logiquement, tu es digital nomade. C'est-à-dire que tu peux être un créateur d'applications, un web designer, tu peux être un traducteur, tu peux être tu peux être un blogueur comme moi. Si tu as juste besoin d'une connexion Internet pour travailler et que tu peux bosser de partout, tu peux être digital nomade sur le papier. Donc, être digital nomade, c'est avoir l'opportunité de pouvoir travailler de partout sur la planète juste avec une connexion. Ok. Tu m'as parlé juste au départ des études que tu faisais. Tu as commencé à quel âge à vouloir voyager, à vouloir en faire ton métier et est-ce que c'était ton job de rêve finalement, ce que tu fais actuellement? Ouais, alors... En fait, moi, mon job, je l'ai créé, il n'existait pas quand je me suis lancé en étudiant à 17 ans, parce que j'avais 1 an d'avance, yes. J'ai fait un BTS communication des entreprises, mais j'avais pas pour idée de faire du voyage mon métier parce que pour moi, c'était irréel, c'était inaccessible. Et encore une fois, ça n'existait pas. Quand j'ai commencé mon BTS il y a maintenant 10 ans, coup dur pour moi, Instagram n'existait même pas. Enfin, tu vois, on était vraiment dans un monde, mais totalement différent d'aujourd'hui. Et c'est que 10 ans, donc je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer dans 10 ans. Mais donc du coup, j'ai créé ce métier, comme vous avez créé vos métiers, les youtubeurs et tout. Il y aura peut-être des podcasts, j'imagine qu'il y a déjà des podcasteurs professionnels maintenant qui existent. Il y en a, ouais, exactement. Donc ça, c'est toujours tout ça, c'est des métiers nouveaux. Donc j'avais pas en tête d'en faire tout ça mon métier à la base, vraiment pas. Mais quand j'étais étudiant, ceci étant dit, comme j'avais cette passion du voyage, on est obligé de faire des stages quand t'es étudiant. Moi, j'ai fait un BTS communication pour commencer. Tu dois faire 2 stages. J'en ai profité pour en faire un à l'étranger. Et je l'ai fait en Allemagne. Moi, je voulais juste partir. Je m'en foutais de la destination. Ça pouvait être le Luxembourg, ça pouvait être je ne sais pas quoi. Je voulais partir. Donc, je suis parti en Allemagne et j'étais en fait un peu dans la communication à un institut français. Institut français, les images, elles sont vieillissantes, ils savent pas comment faire des beaux posters, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, j'ai fait ça pour eux. Et ce qui est assez marrant quand même, parce que ça fait 10 ans cette histoire, c'est qu'à la fin de mon stage,
ils m'ont dit, est-ce que ça te dirait de continuer à faire la même chose pour nous, mais un peu partout dans le monde. On s'en fout que tu sois en Allemagne, on s'en fout que tu sois en France, tant que tu fais nos affiches, que tu mets à jour le site internet, bah tu pourras continuer à bosser pour nous. Moi j'étais étudiant, j'ai dit oui tout de suite. Et en fait déjà à l'époque j'ai accepté une mission de digital nomade, parce qu'en fait je le faisais de France, je le faisais d'un peu de partout, mais le terme n'existait pas vraiment, donc je le savais pas vraiment. Mais voilà, déjà pendant mes stages, j'ai tout fait pour partir à l'étranger. Donc je suis parti à Montréal, je suis parti à Shanghai, j'ai fait un échange à Lima, tout ça. Donc ça a toujours été l'occasion pour moi d'allier les études avec le voyage, parce qu'en fait on peut assez facilement trouver des stages à l'étranger, aussi facilement qu'en France en réalité. Ok. Tu as toujours eu ce goût du voyage, même quand tu étais petit, est-ce que tes parents voyageaient beaucoup et tu as pris le goût du voyage avec eux, ou est-ce qu'au final, justement au contraire, t'étais jamais parti, t'étais jamais sorti de France, et à la fin de tes études, tu t'es dit bon, c'est le moment, faut vraiment que j'en profite. Comment ça s'est passé? Moi, je viens d'une famille assez modeste en Haute-Loire, donc on n'a pas eu l'occasion de beaucoup voyager. Le seul vrai voyage qu'on ait fait hors France, c'était en Crète quand j'étais petit, et je trouvais ça passionnant parce que c'est la mythologie et tout. Franchement, c'est le seul truc que je kiffais en latin, c'était quand on parlait de mythologie. Tu vois. Je fais un an de latin, c'était l'enfer, ne faites pas du latin. Non, je rigole. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager avec mes parents, mais c'est quand même pas mal eux aussi qui m'ont donné la passion sans vraiment le savoir, parce que pour l'anecdote, mes parents ils ont mis une immense carte du monde à côté de mon lit quand j'étais tout petit, mais genre à 4-5 ans, et pour moi c'était irréel, c'était un peu Disneyland, tu vois, c'était un truc qui n'existait pas, et je m'amusais à prendre tous les noms de toutes les capitales de tous les pays. D'accord. Genre tous les soirs, et je demandais à mes parents de me faire rester, genre tu me dis devais être bon en géo du coup. Ah ouais, j'ai cartonné en géo, par contre en histoire j'étais moins chaud, donc tu vois ça a équilibré, mais en vrai du coup c'est notamment ça qui m'a déjà passionné de voir ce grand monde à côté de mon lit tous les soirs, et d'apprendre les capitales, d'apprendre les noms des pays. Et après, en grandissant, je me suis rendu compte que tout ça, c'était bien réel, en fait. Ouais. Et que je voulais le découvrir de mes propres yeux. Et que tu pouvais le faire. Ouais, genre, tu sais, des noms que t'apprenais. Bon, c'était pas une capitale, mais genre Niagara, tu vois. Bon, en soi, c'était pas si ouf d'ailleurs, Niagara Falls. Mais enfin, tu vois, t'entends des noms comme ça. Tu viens d'un petit village de 200 habitants au fin fond de la Haute-Loire, ça te fait rêver. Enfin, ça paraît inaccessible, en fait, quand on l'a jamais fait. Quand on l'a jamais vu de ses propres yeux, quoi. Ouais, le voyage, en général, je pense que maintenant, peut-être un peu moins, mais ça paraît un peu souvent compliqué, inaccessible, alors que ça n'a jamais été aussi simple de voyager. Enfin, tu peux prendre un bateau, un bus, un avion, je ne sais quoi, mais très facilement tu peux voyager. Oui, sans aller à l'autre bout du monde, ça peut être simple. Il y a des régions en France qui sont magnifiques, il y a des pays à côté de la France qui sont hyper faciles d'accès. C'est clair. En quelques heures, on peut y être. Tu vois, de Paris, tu peux être à Bruxelles en 1 heure de train, tu peux être à Amsterdam, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller dans tellement d'endroits. Sans aller très loin, effectivement, qui sont magnifiques et qui te permettront de développer de façon personnelle. Il y a plein de raisons de voyager, donc chacun voyage pour ses propres raisons, mais du coup, tu peux voyager partout dans le monde très facilement aujourd'hui. Ok. Ce qui facilite le digital nomadisme d'ailleurs. C'est ça, carrément. Et par rapport à ton job actuel et au blog que tu as commencé à créer, à quel moment tu t'es dit je veux créer un blog, et pourquoi tu l'as créé? C'était juste par passion pour toi, pour te faire plaisir, ou tu t'es parti dans une optique vraiment de donner des conseils aux gens, de transmettre quelque chose? Ouais, il y a un peu des deux en fait. Il y avait le côté franchement ça me ferait kiffer d'utiliser mes compétences que j'apprenais au quotidien pour un projet perso. Donc tu sais, c'était un peu le côté pro, vas-y, j'apprends plein de trucs, mais est-ce que je peux pas en faire un projet et voir ce que ça donne? Mais comme voilà, je suis un passionné et qu'à l'époque il y avait pas tant de blogs, il y avait pas tant d'infos sur internet. Moi je venais de vivre à Montréal, je venais d'habiter aussi à Shanghai. T'avais pas trop d'infos par exemple sur Shanghai, on l'appelait la New York asiatique, enfin tu vois, alors qu'en plus pas vraiment incomparable, mais c'était le surnom qu'on lui donnait, tu vois. Je me rappelle avant de partir, je regardais les magazines, j'étais genre putain, New York asiatique, c'est la folie. Parce qu'il y a des grands bâtiments, ça ressemble. Ouais, en fait, c'est juste c'est parce qu'il y a des gratte-ciel, mais sinon il n'y a pas grand-chose à comparer, je trouve. Donc voilà, je me suis dit, il y avait pas mal d'infos à donner. Donc il y avait le côté aussi passion qui rentre en compte. De toute façon, tu es obligé, je pense que tous les gens que tu as interviewés déjà, qui vivent de leur passion, ils te le disent, si t'es pas passionné par ce que tu fais, franchement très vite t'abandonnes. Moi ça fait 7 ans que je fais ça, je pense qu'après 3 mois déjà t'en as marre, arrêté si c'était pas ton kiff, quoi. Ouais, c'est clair. Et les vidéos, ça arrivait plus tard. Tu as commencé à faire des articles sur ton blog, mais les vidéos, ça arrivait à quel moment? C'est arrivé, alors du coup mon blog est né en 2012. Je pense que mes premières vidéos c'était en 2014 environ. Okay. Donc j'ai toujours kiffé la vidéo parce que j'ai fait une asso audiovisuelle quand j'étais dans mon école de commerce qui s'appelle Romaine, maintenant c'est Kedge Marseille. Donc du coup ça arrivait un peu plus tard. Mais parce que en fait quand t'as trop de trucs à faire, tu peux pas tout faire, faut savoir faire des choix. Donc ma première vidéo, c'était une vidéo que j'ai fait à Montréal en hiver qui dure 2-3 minutes. J'avais repris la pub de Nikon, je sais pas si tu vois. Oui, je suis. Ouais, exactement. Okay. Et elle avait bien marché, je crois qu'elle a fait quelques centaines de milliers de vues sur YouTube, c'était pas mal à l'époque. et du coup, c'est vrai qu'après j'ai évolué avec aussi mon style, par exemple. Je trouve qu'aujourd'hui,
Les formats best-of où tu as juste des belles images pendant 2-3 minutes, c'est moins intéressant parce que tu as tellement de belles vidéos qui ressortent que, bah, je sais pas, si t'ajoutes pas une touche d'humain, selon moi, ça perd un peu de son sens. Je dis pas que c'est inutile, hein. Il y a plein de gens qui mettent des claques comme Sam Colder, évidemment, je ne sais quoi, mais voilà, pour arriver à son niveau, vas-y, good luck déjà. Et voilà, il y a beaucoup de belles vidéos avec uniquement des belles images, donc je trouve qu'en termes d'histoire à raconter, c'est plus cool de faire du vlog. Alors moi, je fais du vlog un peu à ma sauce et tout, mais je trouve ça cool, tu vois, de prendre la parole. Après, ça prend du temps aussi d'arriver à être à l'aise. Bien sûr. Tu vois, genre, on en parle rarement de ces sujets-là, mais moi, tu vois, quand je suis encore dans la rue aujourd'hui et que tout le monde te fixe, notamment en France, je sais pas, les gens arrêtent de fixer les gens, paradoxalement, c'est plus simple à l'étranger parce que même s'il y a des Français que tu croises, psychologiquement, t'es plus tranquille. C'est mieux. On te comprend moins, t'es dans un mood différent et du coup, c'est pas comme si t'étais dans les rues de Paris ou je sais pas où en France. Tout le monde te regarde. Moi, je suis pas capable à Paris. Tu vois. Enfin, franchement, j'ai fait un vlog à Paris qui a bien cartonné en plus. Enfin, pour moi, pour ma chaîne, j'ai 115 000 abonnés, donc remettons les choses dans le contexte. Mais genre, je crois qu'elle a fait 200 000 vues en 2-3 mois. Une chaîne sur 10 spots insolites à Paris et tout, des spots où je me suis fait chier à trouver qui sont pas mal pour la plupart, j'espère. Mais ouais, dès que j'étais dans la rue et que tout le monde te fixait, franchement, j'étais trop mal. À un moment, j'ai dû vlogger rue de Rivoli, j'étais en PLS, quoi. J'étais genre, putain, tout le monde te fixe et tout, là. Vas-y, dépêche-toi, dis la bonne phrase, là, vas-y, fais-le bien, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie de la faire 20 fois, celle-là. Donc, ouais, j'ai grandi un petit peu avec tout ça. J'ai commencé avec juste du best-of, des formats 2-3 minutes. J'avais acheté un drone assez tôt, par exemple, j'étais un des premiers à avoir un Phantom 3. Donc, quand je suis allé en Nouvelle-Calédonie, que j'ai droné, ma vidéo elle a fait 1 million de vues et tout, ça avait bien cartonné, mais après ce format il m'a un peu lassé, je trouve, personnellement, donc je me suis dit vas-y, je vais essayer de me mettre au vlog, et ça c'était grâce au fait que j'avais déjà fait des stories sur Snapchat à l'époque, ça fait 4-5 ans. C'était tout nouveau aussi ce format, donc je pense que ça m'a permis d'être déjà un peu plus à l'aise à l'idée de parler, tu vois, à ma communauté et tout, mais je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais le fait de vlogger c'est pas toujours facile. C'est pas simple, faut vraiment essayer au moins une fois pour se rendre compte, et ça peut être compliqué, et ça demande du temps pour être à l'aise en effet. T'as commencé à parler un peu de matériel, quand on est digital nomade justement, qu'est-ce qu'on emmène avec soi en voyage? Là, tu as parlé d'un drone, d'un Phantom 3, c'est quand même pas forcément le plus compact moi, j'ai commencé, comme matos. J'étais une tortue ninja. Hein. Ouais, c'est clair. Mais ouais, en fait, tu mets le doigt sur le bon point. C'est en fait, faut arriver à avoir le meilleur matos, mais dans le moins de place possible. Moi, j'ai commencé avec un Ronin M. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est un stab qui est énorme. Et mon Phantom 3 derrière moi. Donc quand je commençais mes voyages, j'étais vraiment littéralement une tortue ninja, je déconne pas, genre j'étais comme ça, genre avec mon drone dans le dos et tout, genre c'était n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand même, en l'espace de 4-5 ans, il y a aussi une vraie révolution par rapport à tout ça. J'ai vraiment tenté beaucoup de trucs, hein. Mais aujourd'hui, mon matos, ça va être un GH5 pour la vidéo, un Z6 de Nikon pour la photo, parce que le GH5, je le trouve pas extraordinaire en photo, malheureusement. Donc je suis obligé d'avoir 2 boîtiers, même si je pourrais passer chez Sony, mais j'aime beaucoup le GH5. J'ai un Mavic Pro 2 qui est top, j'ai un stab qui est le Crane, et qu'est-ce que j'ai déjà, avoir 2-3 objectifs, donc en gros tout ça doit rentrer dans mon sac à dos, et bien sûr j'ai un MacBook Pro pour mais donc globalement tout rentre dans un sac à dos. Ouais, enfin t'es obligé parce que si tu peux pas commencer à avoir 40 valises, etc., c'est trop compliqué. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir le matos qui rentre dans ton sac au possible. Donc j'ai aussi un petit micro et tout, mais tu vois, genre ça doit rentrer dans un sac à dos. Et du coup à côté de ça, en général j'ai soit, selon le type de voyage, un autre vrai gros backpack pour mes affaires, soit une valise si je me balade pas trop loin, ça me dérange pas d'avoir des valises. D'accord. Et maintenant, est-ce que on va dire que tu t'es professionnalisé? Est-ce que tu bosses toujours tout seul pour faire tes vidéos, tes articles, tes photos Instagram, ou est-ce que tu as quelqu'un avec toi qui t'accompagne pour t'aider dans cette tâche? Alors moi j'ai recruté un pote il y a déjà 3 ans. Qui s'appelle Clem, qu'on voit d'ailleurs des fois dans mes vidéos, si vous regardez par exemple à Singapour ou je ne sais où, hein. Il bosse avec moi depuis 3 ans et son rôle il a pas mal évolué à Clem, parce qu'au début il m'aidait, d'ailleurs la façon dont je l'ai recruté est assez marrante. Commençons par le commencement. C'était le soir de mes 25 ans, j'avais invité quelques potes dans un bar à Paris et tout, parce que j'étais de passage à Paris. Ça commence toujours bien les histoires dans un bar. Ouais, ça commence toujours bien. Ça dépend de l'heure après, mais là, ça commence plutôt bien. Donc on est dans ce bar, on change de bar, on a bu 2-3 bières et tout, et je dis à mon pote Clem dans la rue, mec, putain en ce moment je bosse 90 heures par semaine, j'en peux plus, je pense qu'il va falloir que je recrute un de ces 4. On s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a fait bah vas-y. Je fais quoi, vas-y. Il me fait bah recrute-moi, je quitte mon taf et recrute-moi, tu vois. Et du coup j'ai dit ok. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc je savais pas vraiment ce que Clément allait pouvoir faire pour moi et tout, mais c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Donc à la base Clem il m'a rejoint pour m'aider sur le blog.
plus. Donc il était vraiment sur création de contenu, d'articles, revoir le référencement, ce genre de choses. Et après, son job, il a évolué avec moi, parce que de toute façon, le métier de blogueur, il est tellement atypique que tu fais pas qu'un seul truc, tu fais plein de trucs. Moi, j'ai commencé par les articles, mais après, j'ai commencé à faire de la photo. Au début, j'étais dégueulasse en photo. Aujourd'hui, je suis peut-être un peu mieux. Enfin, tu vois, genre, t'évolues de façon permanente, t'apprends plein de choses. Et aujourd'hui, depuis 1 an, Clem, il m'accompagne très souvent, un peu partout autour du monde, pour créer des choses ensemble. Donc ça va être notamment pour m'aider sur la vidéo, parce que moi qui drone, c'est moi qui utilise toujours le drone, je peux pas et droner et faire des rushs, OGH, etc. Donc on divise un peu, tu vois, les vous étapes. répartissez les tâches, Par exemple, aussi pareil, quand je fais un facecam dans la rue, lui c'est cool qu'il filme quelques b-roll en même temps avec son GH. Du coup, on a 2 GH en fait. Clem, il a aussi un GH. D'accord. Pour pouvoir rester sur le même boîtier. Donc, en termes de technique vidéo, justement, tu as appris tout seul, tu as suivi des formations, tu as regardé des vidéos sur YouTube pour apprendre. Comment tu t'es débrouillé ? Toujours tout appris tout seul, tout comme Clem d'ailleurs, on apprend tout sur internet. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui on a un formidable outil qui te permet d'apprendre toujours. Moi, j'ai clairement pas appris tout ce que je sais faire aujourd'hui pendant mes études en réalité. Bien entendu, tu as quelques petits trucs qui vont te servir, mais 90% de ce que je fais au quotidien, de ce que je applique au quotidien de mon taf, je l'ai appris sur le tas. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. De plus en plus, bien sûr, avec tout ce qu'on a sur internet, c'est cool. Est-ce qu'on garde le plaisir de voyager, même quand c'est son travail, et qu'on se dit qu'on doit créer du contenu quand on va à un endroit donné, ou est-ce qu'au final on devient un peu alors pas blasé, mais est-ce que ça perd un peu de son charme? Faut quand même effectivement, il y a des moments dans ma vie où tu sais, je suis devant un paysage et tout, mais ce paysage je dois le shooter, je suis pas là pour kiffer. Donc il y a toujours ce petit moment où tu peux rager de temps en temps et tout, mais assez vite j'arrive encore à me dire non mais mec, tu devrais être dans un bureau à Paris en train de faire un PPT ou un Excel, parce que moi j'ai fait une école de commerce et beaucoup de mes potes font ça, et je dis pas que c'est pas bien ou quoi, mais c'est ce que je devais faire. Et du coup, je me dis très rapidement, genre, bon, ça va quand même. Sur le moment, t'arrives à relativiser encore. Estime-toi heureux, c'est ton bureau, tout ce que tu vois en face de toi. Donc, j'ai encore cette chance-là de pouvoir me dire, quand même, c'est cool. Mais je dis pas que je suis jamais blasé. C'est plus, moi, le fait parfois de trop enchaîner les voyages qui va me fatiguer mentalement, tu vois, de pas pas me sentir chez moi nulle part, de me réveiller dans un hôtel, dans un lit ou je ne sais où, et de pas savoir où je suis. Ça, c'est le petit moment, des fois, qui me fatigue. Et après, tu as d'autres points négatifs par rapport au métier de blogueur dont on peut parler, ou même de digital nomade, de style de vie digital nomade. Je pense que c'est compliqué d'être en relation stable, par exemple. Tu vois, moi, c'est compliqué pour moi d'avoir une copine, t'es jamais trop au même endroit, etc., etc. Et je pense que pour ça, les digital nomades, ils vivent beaucoup la même chose, parce que je suis sur des groupes Facebook, t'as beaucoup de groupes Facebook de digital nomades, et la plupart, tu vois, il y a souvent des mèmes qui ressortent ou quoi, c'est assez marrant sur être en relation quand t'es digital nomade, c'est quand même l'enfer. Ou alors il faut que les 2 personnes dans le couple soient digital nomades et puissent se suivre ou faire le même travail, quoi. Alors moi, me concernant, ce serait quand même compliqué, parce que quand je voyage, en fait, ce que je conseille aux digital nomades, c'est de prendre leur temps. C'est pas de faire, je vais faire Prague 2 jours, après je vais à Budapest 3 jours. Non, tu vas te griller après 2 mois si tu fais ça. Quand t'es digital nomade, installe-toi à Prague 2-3 mois, installe-toi à Budapest ensuite, mais prends le temps de vraiment profiter. Moi, ce que je fais un peu de ça, mais je fais aussi quand même des voyages où je pars 2 semaines à La Réunion, mais quand je suis 2 semaines à La Réunion, c'est pas pour me poser sur mon ordi et bosser à distance, c'est pour aller explorer et pour grimper des volcans si je me suis pas fait trop mal à la cuisse ou je ne sais quoi, tu vois, mais donc il y a pas mal de différenciation entre mon métier de blogueur et le simple digital nomade qui lui peut se poser vraiment quand il veut, où il veut, partout où il veut, quoi. Ok. Et il y a un voyage du coup que tu as, on va dire, regretté, enfin où tu t'es dit j'aurais dû plus prendre le temps et plus apprécier le moment plutôt que de faire que de filmer ou que de faire des photos. Il y a plein de voyages où tu te dirais faut que je prenne plus le temps, mais de là à ce que je le regrette, il y a jamais eu trop de regrets. T'arrives quand même à toujours apprécier le moment. Non, je pense quand même que j'ai le bon équilibre. Après, moi, en fait, si tu veux, je suis parti au Guatemala il y a 3-4 mois environ, en mars, et je l'ai fait pour le kiff. J'avais aucun partenaire, aucun sponsor, je faisais vraiment ça pour moi. Et j'aurais très bien pu tout couper pendant 2-3 semaines, mais franchement, j'avais ce besoin et cette envie de partager. Moi, j'ai grandi avec Internet et tout, j'adore cet outil, et je voulais quand même continuer à faire ce que je faisais, non pas par obligation, mais par envie, par pur kiff, tu vois. Donc, du coup, je pense que ça fait partie de moi aujourd'hui, et que ça me dérange pas tant que ça d'être connecté et de partager mes aventures, parce que c'est vraiment dans mon ADN, tu vois. Ok, c'est tellement une passion qu'au final, on le voit même plus comme un travail, et même si on peut se dire, il faut que je me repose, ou ce genre de choses. La passion est tellement forte
que c'est un plaisir de faire découvrir des choses aux gens et de partager finalement. Donc Ouais, c'est ce qui fait ta force, c'est que tu as encore ce côté hyper passionné. Ouais, j'espère que tu l'auras encore longtemps. mais ça, c'est vraiment cool. Est-ce que quand tu as besoin de te reposer et que tu veux faire une pause, comment ça se passe? Tu pars en vacances? Tu pars à l'étranger? Tu pars à la plage, on va dire? Ou est-ce que tu restes chez toi? Parce que ton métier, c'est de voyager. Quand tu te prends des vraies vacances, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est vrai que y a deux critères. Est-ce que je suis solo? Est-ce que je suis avec des potes? Parce que vous avez bien compris que j'ai pas de copine, c'est pas possible pour moi. Ceci n'est pas une annonce. Par exemple, il y a quand même le cas où je vais partir avec mes potes quelque part. Mais du coup, on voyage de façon beaucoup plus chill. Tu vois, je commence à arriver à un âge où j'aime les jeux de société, les gars. Donc ça devient chaud. Je commence à kiffer les jeux de société. Donc on se fait des jeux de société tranquille et tout. Donc tu vois, j'étais à Lisbonne il y a quelques jours avec mes potes et c'était super cool. Mais c'est vrai que quand même, quand je suis pas en voyage, je vais essayer de me poser et du coup de me reposer. Parce que n'empêche, entre le décalage horaire, entre tu vois toutes tes missions, tu reviens, t'es fracasse parce que moi j'aime me lever tôt et me coucher tard quand je voyage. Tu profites des golden hours. Ouais, exactement. Donc je peux te dire que les golden parfois elles sont à 5h du mat. Et faut faire ta randonnée pendant 4 heures pour arriver au spot que tu voulais. Tu reviens, t'es quand même fatigué comme jamais. Donc quand je reviens, souvent j'aime bien me poser et juste profiter de mes proches, de mes potes que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voir parce que j'ai beaucoup voyagé, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a un voyage que t'as préféré et dont le résultat donc, en vidéo ou en photo dont t'es le plus fier? Ouais. Je pense que c'est parce que c'est un des meilleurs moments de ma vie, mais je suis allé au Guatemala il y a 3-4 mois. En fait, c'était assez marrant déjà parce que c'est mes abonnés qui ont choisi sur Instagram où est-ce que j'allais. D'accord, ok. Moi, j'étais en mode, j'ai 10 pays que je veux visiter dans ma vie, comme Oman, la Jordanie, j'avais mis Iran, j'avais mis plein de pays, 10 pays, qui s'affrontaient les uns les autres avec les sondages. Et les gens étaient au taquet, tu vois. Moi, par exemple, je fais 30-35 000 vues sur mes stories sur Instagram. Je pense qu'il y avait vraiment 30-35 000 votes à chaque truc parce que les gens, ils étaient au taquet, ils voulaient savoir où je pars et tout, tu vois. Donc c'est le Guatemala qui l'avait emporté, je pensais pas du tout qu'il allait gagner. Et en fait là-bas il y a un volcan qui est en éruption qui s'appelle El Fuego, qui est à 4000 mètres d'altitude. Il porte bien son nom. Ouais, El Fuego, il porte très bien son nom. En plus c'est un volcan explosif, donc contrairement à la Réunion d'où je reviens, où c'est pas ça, donc c'est plus la lave qui va couler à la Réunion. Là ça explose tout le temps, toutes les 10 minutes et tout. Et j'ai fait une expédition pour aller justement juste en face de ce volcan et pouvoir l'admirer toute une nuit. Et il y a une vidéo. T'as fait une photo de ouf d'ailleurs. Ouais, je l'ai vu. C'est mon fond d'écran actuellement. Ouais, je vous laisserai le lien de cette photo en description. Elle est vraiment incroyable. Ouais, c'est un moment le plus fou de ma vie. Donc en fait, cette expérience et tout, ça a été malade. Et c'est peut-être pas ma plus belle vidéo, enfin tu vois, genre il y a plein de petites choses qui sont pas parfaites sur cette vidéo, mais l'histoire que je raconte et l'expédition que j'ai personnellement vécue, c'était fou parce qu'en fait, si tu veux, quand on est arrivé à 4008, à 3008 parce qu'on devait aller à 4000, c'était le camp de base et là ça s'est couvert fois 1000, on voyait plus rien autour de nous et tout, mais on s'est dit vas-y on va quand même monter, on le tente. Donc on avait plus que 200 mètres à faire, mais 200 mètres à grimper sur un volcan, je peux te dire que c'est de la lave décomposée, que tu fais un pas, tu descends de 5 mètres, c'est n'importe quoi. Donc on a galéré, on était vraiment au fin fond de la brume et tout. Et là, au dernier moment, lors du coucher de soleil, il y a tout qui s'est enlevé autour de nous. Et là, on a vu le volcan en éruption face à nous, tu vois. Et là, j'en ai chialé, mais genre 10 minutes. Et ce moment-là, dans la vidéo, je trouve qu'il est assez puissant et tout, parce que tu le ressens. Et d'ailleurs, je pourrais encore en pleurer là tout de suite. Mais c'était un moment très fort. Et du coup, je pense que de toute façon, les vidéos qui marchent le mieux, c'est celles où t'es le plus, tu vois, dans ton truc, dans ton aventure. Et dans le voyage, c'est ce qui manque parfois aux vidéos, même dans les miennes, tu vois. C'est qu'on veut plus raconter des fun facts, dire, oh, ça c'est beau et tout. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est plus dans un truc où tu veux vivre des expériences. Et cette vidéo, je l'aime beaucoup pour ça, en fait. Parce que c'est une expérience que j'ai vécue et que je la raconte avec le cœur. Et je trouve qu'elle est très cool. Ouais. Parfois, peut-être le défaut de certaines vidéos, c'est qu'on veut trop que ce soit parfait. Ouais. Et au moment où on déclenche la caméra, on s'est concentré et on donne une image un peu, pas fausse, mais un peu surfaite. Ouais, alors que des fois, les meilleurs moments, c'est quand on n'est pas prêt à filmer, mais qu'on donne vraiment son vrai ressenti, quoi. C'est marrant parce que du coup, moi, mes vlogs, en fait, à la base, mes vlogs, ils étaient faits pour Facebook parce que j'ai 200 000 abonnés sur Facebook. Tandis que sur YouTube, ça a grimpé il y a pas si longtemps, tu vois. Et Facebook, on n'est pas sur le même format que YouTube, on est sur du 5-6 minutes grand max parce que ben voilà, les gens ils voient 7 minutes, mon dieu, c'est trop, tu vois. C'est pas le même délire que YouTube. Et encore, YouTube, ça a changé, je trouve, il y a pas si longtemps les mentalités par rapport au watch time, tu vois. Et en fait, quand je faisais sur Facebook, j'avais 5-6 minutes pour présenter une destination, un pays, bah ouais, je survolais le truc, j'étais en mode fun fact, ok, je fais ça et tout, mais je laissais pas la place, effectivement, au moment un peu raw, tu vois, j'appelle ça les moments raw, moi, genre les moments un peu genre naturels où tu prends ta cam, c'était pas forcément prévu, tu vas raconter ton truc qui était pas du tout prévu dans
parce que t'as quand même un petit script que t'as en tête, bah ouais, mais tu vas quand même prendre ta cam pour raconter ça ou quoi. Et du coup, dans cette vidéo-là, il y a beaucoup de moments où j'ai juste pris la cam, je l'ai allumé et j'ai dit vas-y, je vais dire ce que j'ai à dire et puis on verra si je le garde ou pas du tout à la fin, mais au moins j'aurais raconté plein de trucs. Et j'essaye de plus en plus parce que j'ai plus de temps maintenant que je suis sur YouTube, j'ai une belle communauté sur YouTube, on est 115 000, je trouve ça cool. Dans le voyage, il n'y en a pas beaucoup de... En fait, il n'y a personne qui a 1 million sur YouTube qui est dans le domaine du voyage. Tu vois. En français, en France. Ouais. Donc du coup, c'est cool, tu vois. Je crois que le maximum c'est quoi? C'est 150 000, pas plus. Ok, donc t'es dans les top, on top est dans, influenceurs voyage. Sur YouTube, ouais, c'est pas mal. Et du coup, sur YouTube maintenant, je me permets plus de faire des vidéos de 15 minutes, même tu vois, d'un peu plus, tu vois. Et les gens ils kiffent, mais du coup, ça te permet de pouvoir justement être plus dans le vrai et de raconter un petit peu tes trucs à l'arrache, tu vois. Ce que je pouvais pas vraiment faire avant. Avant, c'était vraiment plus lissé, propre. Maintenant, j'essaye quand même de faire du travail quali parce que moi, j'aime les belles vidéos, mais avec plus de vrais moments, entre guillemets. Ok. On a parlé de on va dire, ton voyage coup de cœur, qui est le Guatemala. Ouais. Est-ce qu'il y a un voyage qui s'est mal passé ou pas passé comme prévu depuis que tu fais ce métier? Ouais, bah en fait, pas depuis depuis que je fais ce métier. T'avais quand même mon installation à Shanghai à l'époque, mais c'est aussi un peu de ma faute parce que comme je te disais, les médias ils vendaient ça comme la New York asiatique et moi j'avais l'occasion, mon meilleur pote habite à New York, s'appelle Arnaud Montagar, c'est un photographe extraordinaire, c'est son métier, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait. Moi je connaissais déjà assez bien New York, donc j'avais mon stéréotype en tête parce que j'ai vu ça dans les médias et tout. Et en fait c'est ça qui a fait que ça s'est pas très bien passé, c'est que je suis arrivé avec tu vois toutes mes petites idées, j'ai lu ça dans je sais plus quel magazine, rien à voir. Enfin t'es pas dans New York asiatique, t'es en Asie, t'es en Chine, c'est pas du tout le même pays, pas du tout le même continent, pas du tout la même façon de voir le monde. Donc j'étais un peu désamorcé, mais ça c'est parce que je me suis fait trop d'idées par rapport effectivement à ce que j'attendais de Shanghai. Et après par rapport à un voyage depuis que je suis blogueur, que c'est vraiment mon métier, moi faut savoir que je suis végétarien depuis 3-4 ans déjà, et que je suis pas mal engagé sur la cause tout ce qui est animal, tout ça, même si j'en parle pas forcément sur mes réseaux parce que ça me saoule ces débats. Mais du coup je suis allé en Malaisie, invité par la Malaisie, rémunéré par la Malaisie parce que c'est mon métier de voyager. Donc oui, il faut que je gagne de l'argent. Ça fait l'objet de pas mal d'articles dans les derniers mois là, c'est assez marrant de voir. C'est toujours résumé mon travail à l'argent. Mais c'est souvent le cas pour nos métiers à nous dans tous les cas. Et en fait je suis allé en Malaisie et on m'avait dit qu'il y avait un centre de conservation d'éléphants qui était tout nouveau, qui était super intéressant, tu vois, assez novateur et tout. Et il n'y avait pas trop d'avis sur internet, donc moi je me suis dit trop cool, c'est nouveau, ça doit être super cool à partager. Et quand j'y suis allé, en fait c'était juste un enfer parce que t'arrives au milieu de la jungle, immense parking type Super U, Hyper U, tu vois, genre Auchan, tout ce que tu veux, et tu rentres, les éléphants étaient attachés. Les éléphants, tu pouvais monter dessus 2-3 fois par jour. Les éléphants, tu pouvais les laver. Il y avait des spectacles. La musique était méga forte, sachant qu'ils ont une ouïe beaucoup plus, tu vois, genre fine que la nôtre. Enfin bref, c'était un enfer. Et j'en ai, encore une fois, le mec fait que chialer, mais j'en ai chialé tellement que j'étais énervé contre l'espèce humaine. Comment tu peux faire ça en 2016, 2017, parce que c'était il y a 3 ans, genre... quand tu sais que, je sais pas, c'est pas cette force-là dont il faut traiter les animaux. Donc, quand je suis rentré chez moi, j'ai fait un article parce qu'à l'époque je faisais pas vraiment de vidéo. J'ai fait une vidéo mais ils étaient pas du coup dans la vidéo tout ça parce que je faisais pas de vlog, donc c'était juste des belles images mais c'était pas dedans parce que pour moi c'était pas des belles images à montrer. Et j'ai fait un article où je raconte que faire à Terengganu, c'est la région de la Malaisie où je suis allé. Et si tu vas sur cet article, je dis tout ce que j'adore, mais j'ai aussi fait un immense paragraphe où je dis que c'est pas possible et qu'on n'a pas le droit de faire ça et que je raconte exactement ce que je dis là, c'est que je suis arrivé sur un parking type Super U, que je rentre, les éléphants étaient accrochés et tout, mais ça me semblait obligatoire d'en parler parce que souvent t'as aussi ce truc est-ce que quand t'es blogueur t'es honnête et tout. Moi sincèrement, s'il y a un truc que je fais qui me plaît pas forcément mais pour lequel tu vois j'ai pas eu de coup de cœur, je vais pas en parler parce que c'est pas trop dans ma nature de parler de trucs dont je m'en fous. J'ai plus parler de trucs que je kiffe vraiment, qui m'ont fait kiffer, qui m'ont joué. Mais par contre c'est un truc que j'aime vraiment pas, comme ça je vais en parler obligatoirement parce que ça va être c'est une question de valeur aussi. Bien sûr. Du coup faut que ça ressorte aussi, c'est pour ça qu'on te suit quoi. Ok. T'as parlé d'un sondage tout à l'heure pour que les gens décident le prochain pays dans lequel tu allais aller. Est-ce qu'il y a encore un pays ou un voyage que t'as pas encore fait mais que t'as vraiment envie de faire? Et alors que tu as prévu ou que tu penses faire dans les années à venir? Il y en a des dizaines, c'est compliqué d'en choisir un, mais t'as l'Iran par exemple qui m'attire énormément parce que on dit beaucoup de choses un peu sur l'Iran. Je dis pas qu'elles sont vraies, qu'elles sont fausses, j'en sais rien justement, mais j'aimerais bien y aller pour voir de mes propres yeux ce qu'il en est vraiment. Et j'ai pas mal de potes qui ont voyagé, qui m'ont dit que l'Iran,
c'était extraordinaire, que les gens ils t'invitent chez eux à tout va pour manger, etc. Ça a l'air vraiment super intéressant culturellement parlant. Après, t'as quand même aussi la Nouvelle-Zélande où je suis jamais allé encore, et quand tu vois les claques que ça a l'air d'être en termes de paysage, j'aimerais bien y faire un tour. T'as tout ce qui est en Amérique latine que j'adore, j'ai vécu au Pérou, mais il y a plein d'endroits où je suis pas allé, comme l'Argentine, comme le Chili. Enfin, tu vois, je pourrais te dire environ une centaine de pays. Mais tu vois, même les US, par exemple, là, je vais au Québec dans 10 jours pour faire des photos et vidéos du Québec en automne. Ça va être extraordinaire. Mais après, je vais aller à Yellowstone. Et tu vois, après, je vais aller me perdre au fin fond des États des US. C'est cool aussi. Enfin, il y a trop d'endroits. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est que moi je suis passionné par tout ça. Il y a trop d'endroits où j'ai envie d'aller pour rencontrer des gens ou pour me prendre des claques visuelles et tout. Donc ouais, il y en a pas mal des voyages que j'aimerais faire prochainement. Ok, trop cool. Je devrais pas chômer. Tu referas un sondage ou tu vas décider par toi-même cette fois-ci? Les gens, ils ont vraiment kiffé ce concept. Et moi, j'ai trouvé ça super marrant. Parce qu'en fait, moi, j'ai rien à perdre. Je mets vraiment 10 pays que j'ai envie de visiter. Ouais, de toute façon, t'as envie de les faire. Donc, tu vois, donc c'est pas comme si je te mettais genre Dunkerque. Désolé pour les Dunkerquois, tu vois, genre, mais genre, tu vois, non, je te mets les trucs qui me font kiffer. Genre, Oman aussi, ça a l'air extraordinaire. Enfin, tu vois, genre. Je mets tous les pays qui me font kiffer, donc j'ai rien à perdre. Et les gens choisissent et ils découvrent un truc. Je pense que le Guatemala, tu demandes à quelqu'un dans la rue, il va te dire, mais c'est un endroit où tu peux mourir et tout, alors que pas du tout. Donc j'ai trouvé ça cool de mettre des pays vraiment un peu wild pour que les gens découvrent quelque chose avec moi. Moi, je connaissais pas trop le Guatemala. J'avais un pote à moi qui était allé qui m'a dit que c'était la folie, mais je connaissais pas trop, tu vois. Okay. Et je trouvais ça super cool que les gens m'aident à choisir. Donc je pense que je le referai l'année prochaine. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, je vous invite à suivre les aventures de Bruno, que ce soit sur son blog, sur sa chaîne YouTube ou sur son Instagram. Merci Bruno d'avoir participé au podcast. Merci à toi, j'espère que j'ai dit plein de trucs utiles pour les gens. Écoute, j'espère aussi, je pense en tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Je vous donne rendez-vous donc sur les réseaux de Bruno, évidemment, je mets les liens en description et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. À très vite dans votre poche. Ciao.